Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce premier cours d'analyse d'œuvre architecturale. Donc, dans les diverses capsules que je vous ai préparées, nous allons regarder de manière générale l'histoire de l'architecture. On va dresser un survol, on ne peut pas aller dans tout le fin détail. Et je vous rappelle qu'on dresse un survol de l'architecture occidentale. Donc, c'est un choix malheureux, je vous dirais. Ça serait super intéressant de regarder tout ce qui s'est fait en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, mais le temps nous manque. Donc, nous commençons l'histoire de l'architecture avec l'Antiquité. L'Antiquité que j'ai séparée en plusieurs parties. La première étant la Mésopotamie et l'Égypte. Donc, avant de commencer à proprement parler commencer avec la Mésopotamie, regardons un peu d'où nous vient le terme architecture. Donc, quelle est l'étymologie et la signification du mot architecture? Ça vient du latin architectura, qui veut dire l'art de bâtir, qui lui-même est dérivé du grec arche, qui est le commandement ou le principe, kéton, fait référence au charpentier ou au bâtisseur, donc le principe de bâtir ou l'art de bâtir. C'est vraiment une idée sur ce principe-là de construire, de bâtir. Et Vincent Scully, qui est un historien de l'architecture, a écrit dans les années 90 que la forme de l'architecture est la forme de la Terre modifiée par la structure de l'humanité. Donc, à travers cette relation entre l'humain et la nature, les hommes imaginent un environnement pour eux-mêmes, un espace où vivre, qui est suggéré par des habitudes de vie et construit à partir de symboles de la réalité qui leur semblent importants. Et c'est tout à fait vrai des peuples qu'on va voir, des peuples de l'Antiquité, parce que autant les Mésopotamiens que les Égyptiens, les Grecs ou les Romains ont des liens très forts avec divers symboles et surtout avec diverses idées de la religion ou du moins de certains dieux là, qui auraient un lien avec leur peuple. Donc, avant même de débuter avec les Mésopotamiens, une autre parenthèse où là, je vous montre en fait s'il vous plaît, la base de l'architecture, c'est-à-dire les formes fondamentales. Tous les grands peuples, en fait, ont débuté avec la compréhension du principe de colonne et de poutre. Donc, c'est des formes fondamentales qu'on voit chez les Grecs, chez les Romains, les Égyptiens, les Chinois, les Japonais, en Amérique aussi, bref, partout. L'idée du trélite, ce que vous avez à gauche, c'est la version la plus primitive, là, vraiment deux grosses pierres verticales avec une troisième pierre horizontale qui commence à faire un semblant de structure. Puis vous voyez par la suite à droite ben, que ce principe-là va se développer, puis va se préciser, va se complexifier. On va faire des arches, différents types d'arches, mais la base reste la même. Autre point intéressant, c'est que l'architecture, à ses débuts, et encore maintenant, mais beaucoup à ses débuts, avait un lien très fort avec des rites funéraires et religieux. Ce qu'on a découvert à Stonehenge en Angleterre, on parle de presque moins 3000 avant Jésus-Christ, des tombeaux sous tumulus 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'architecture qui a un lien avec la mort, en fait, la vie, la mort et les liens religieux des différents peuples. Quand on parle d'histoire, les historiens s'entendent pas mal tous. Bon, la vie est arrivée à peu près il y a 4 milliards d'années sur Terre. Il y a 300 000 ans, moins 300 000 ans avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la préhistoire. Il y a un début de langage, il y a des tribus qui se forment, donc il y a un développement de l'humanité. Et l'histoire en tant que telle, puis celle à laquelle je vais faire référence avec vous, débute moins 3000 avant Jésus-Christ, à peu près, là, moins 3000, moins 3500. En fait, c'est surtout avec la naissance de l'écriture et avec la production d'excédents agricoles. Et vous allez voir que donc, la Mésopotamie va débuter justement à peu près à cette période-là, moins 3000, moins 3500. C'est là qu'on passe la préhistoire à l'histoire en tant que telle. Et la première grande période de l'histoire, c'est l'Antiquité. L'Antiquité qui comprend la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce classique et l'Empire romain. Et tout ça va se terminer, bon,
bon, relativement brutalement avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Vient ensuite le Moyen Âge, donc c'est un millénaire qu'on appelle en anglais les Dark Ages, donc peut-être un millénaire justement un peu plus sombre. Et après, on va avoir les autres périodes de l'architecture, avec Renaissance, après ça, on va, bon, j'en saute une coupe, mais on va se retrouver, moi je vais mettre beaucoup d'emphase à partir de la fin 19e, début 20e siècle, avec la révolution industrielle et tout ce qui va se passer au 20e siècle. Un point qui est important que vous compreniez, c'est que les quatre peuples dont je vais vous parler, qui forment l'Antiquité comme on la connaît, vont cohabiter pendant cette période-là. Donc, je commence par la Mésopotamie, mais la Mésopotamie, elle part de moins 3000, moins 3500 jusque un petit peu après Jésus-Christ, peut-être 200 ans après Jésus-Christ. En même temps, l'Égypte aussi se développe. Donc, c'est deux peuples qui sont relativement proches en plus géographiquement et qui se développent en même temps. Ils sont concitoyens, ils vont même faire des échanges commerciaux entre eux. Et la Grèce aussi rentre dans cette concomitance entre les peuples. Les seuls deux grands peuples où il y a vraiment une coupure assez nette, c'est justement la fin de la Grèce antique et le début de l'Empire romain, parce que la Grèce, mettons le haut fait de la Grèce, va se terminer avec la chute d'Alexandre le Grand et la prise par Rome des territoires grecs. Ceci dit, les Égyptiens ne disparaissent pas quand Rome commence à devenir un empire. Cléopâtre et Jules César qui existent en même temps, c'est pas juste dans Astérix, ça existe. Donc, c'est des peuples qui vivaient les uns auprès des autres. Juste que la grande période de l'Égypte se termine un petit peu avant la naissance de Jésus, tandis que l'Empire romain, c'est à peu près 5 siècles, un tout petit peu avant Jésus-Christ, jusqu'à 476. Donc, si on commence avec la Mésopotamie, où se trouve la Mésopotamie? Ça se trouve au Proche-Orient, ça se trouve dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Et vous le voyez là, ce dont je vous parlais, Mésopotamie, et juste à côté, on a l'Égypte, la basse et la haute Égypte. Tout ça, c'est autour de la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a aussi autour de la mer Méditerranée? Ben, il y a la Grèce et il y a l'Italie, donc le lieu de l'ancienne Rome. Et c'est en Mésopotamie qu'on va voir aussi la Babylonie, donc Babylone, qui est à un moment donné la capitale de la Mésopotamie. Donc pourquoi, entre autres, l'histoire de l'Antiquité débute avec la Mésopotamie? Donc je vous parlais qu'il y a le développement de l'écriture, mais il y a aussi également une main-d'œuvre qui commence à devenir abondante parce qu'on commence à créer des surplus. Grâce à l'agriculture, ben, on peut commencer à commercer. Donc, vendre certains de nos surplus aux Égyptiens, puis les Égyptiens vont en vendre certains aux Mésopotamiens. Bref, ils commencent à avoir des échanges commerciaux, puis ils commencent à avoir des gens qui peuvent faire autre chose que passer leur vie à gérer leur propre survie, finalement. Comme on voyait dans la préhistoire. On a aussi un certain début d'urbanisme. C'est sûr que ça va progresser avec les années, avec les siècles. Donc, on va se retrouver avec des villes agricoles, on va se retrouver avec de plus en plus de grosses agglomérations. Donc, en Mésopotamie du Nord, le cœur de la ville, c'est souvent une acropole. Il y a, à cette époque-là, en Mésopotamie, on ne semble pas avoir de différenciation sociale de l'espace. Donc, les plus riches vont côtoyer les plus pauvres. Les résidences sont séparées par des rues en terre battue. Il y a différents types de résidences. Il y a celle de la population, celle des dirigeants, parfois eux ont des palais, et celle des dieux. Donc les temples deviennent des résidences pour les dieux des divers peuples. On le voit pour les Mésopotamiens, ça va être la même chose pour les Égyptiens. Et les cités mésopotamiennes sont souvent construites le long de canaux sur des terrains très plats, sur des plateaux,
Bon, construire des villes le long d'un cours d'eau, ça commence avec les Mésopotamiens et ça va perdurer tout le long de notre histoire. Tous les peuples ont, de façon stratégique, construit leurs villes près de cours d'eau parce que c'était le moyen de transport le plus efficace à l'époque. En Mésopotamie, on voit arriver un, un- un début de pyramide. Ce n'est pas tout à fait encore les pyramides comme on se les imagine en Égypte. On les appelle les ziggourats, mais ça, c'est vraiment l'ancêtre de la pyramide et ça a le même, ou presque la même idée. Donc, c'est encore une fois un bâtiment religieux. C'est une tour à plusieurs étages qui est la plupart du temps construite sur une surface surélevée. Fait que c'est la demeure d'une divinité. Fait que c'est la demeure d'un dieu, une ziggurat, pour les Mésopotamiens. On en dénombre à peu près 32. La Mésopotamie, maintenant, c'est à l'endroit où maintenant on trouve l'Iran, l'Irak, entre autres. Okay? Donc, le rôle de la ziggourate sur la Terre, c'est le lieu de concentration des forces naturelles et de la vie. C'est l'endroit où on va s'élever pour rejoindre le ciel à la rencontre du dieu du vent. Donc, c'est vraiment une façon de s'élever un petit peu pour se rapprocher de nos croyances, de nos divinités. Souvent, c'était construit à 7 étages. Ça représentait les 7 paradis, euh, les 7 planètes et les 7 métaux qui sont connus. Vous voyez que, comme je vous disais, dans la construction, les peuples plus anciens essayaient amener pour beaucoup de signification. Tout ça en quoi ils croyaient ou qu'ils connaissaient, ils essayaient de le mettre dans leur architecture. Matériaux, maintenant. Donc, on va commencer à construire avec de la brique de terre crue, qu'on appelle de l'adobe, qui est de l'argile avec un peu de paille, avec de l'eau, qu'on laisse sécher au soleil. Donc, au 5e millénaire avant Jésus-Christ, un ouvrier pouvait fabriquer 1500 briques crues par jour, parce que dans des moules, on va entasser le mélange dont je vous ai parlé, on va laisser sécher au soleil. Et ensuite, on s'est mis à construire des briques, à fabriquer des briques cuites. Là, on pouvait en cuire un peu moins parce qu'il fallait qu'on les gère dans le four, à peu près 500 par jour. Mais ça va être la base de l'architecture mésopotamienne. Autant avec nos briques de terre crue ou de terre cuite, on va commencer à les ornementer, on va employer des briques en relief, on va faire de la décoration, donc on va rendre un peu plus, on va un petit peu complexifier nos constructions. Et là, vous voyez quelques exemples et encore des exemples de nos jours parce que ça se fait encore. Il y a plusieurs peuples qui utilisent encore cette technique pour construire. Quand même une technique assez facile, pas besoin d'outils très très technologiques. Et vous avez à droite un exemple de mur ornementé de l'époque. Donc, je reviens aux ziggourats pour qu'on précise un petit peu le principe et comment ça fonctionnait. Une des ziggourats peut-être les plus connues de l'Antiquité, c'est la fameuse tour de Babel, qui était, selon la Genèse, une tour que souhaitaient construire les hommes pour atteindre le ciel. Donc vraiment, ils voulaient se rendre pour toucher leur Dieu. Donc, c'est une tour qui est dédiée au dieu Marduk, qui est à Babylone. Babylone, qui est aussi une ville assez connue de cette époque, qui est Babylone, qui veut dire littéralement la porte des dieux. Très difficile d'estimer les populations des anciennes cités. Certains historiens évaluent Babylone à 50 000 habitants pour les hypothèses les plus basses, d'autres même à 500 000 habitants pour les hypothèses les plus hautes. Donc, c'est pas évident non plus de départager tout ça, mais quand même, c'était une cité assez importante de l'époque. C'était une cité qui était entourée d'une double enceinte. Le plan de la ville est quadrillé, est orthogonal. Donc ça, c'est assez intéressant. Un plan déjà à l'époque orthogonal et non pas tout en zigzag. Et il y a certaines portes pour entrer dans la ville. Si je vous parle de Babylone, si je vous parle de la tour de Babel, je fais une petite parenthèse. Donc,
Babylone, dans Babylone, on avait les jardins suspendus de Babylone. Je pense que j'ai une image ici. Oui, exactement. En bas à gauche, les fameux jardins suspendus. Puis vous voyez en haut à gauche une reconstitution de Babylone avec les ziggourats dans son centre, la porte, on est sur le bord de l'eau, la porte pour rentrer, le temple de Marduk. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que les jardins suspendus de Babylone, ça faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Donc, on avait les jardins suspendus de Babylone, on avait la pyramide de Khéops, il y a la statue de Zeus à Olympe, donc déjà on a un élément de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce. On a le colosse de Rhodes en Grèce aussi. On a le phare d'Alexandrie en Égypte, le temple d'Artémis et le mausolée d'Halicarnasse. Ça regroupe nos 7 merveilles. Je pense que celle qu'on connaît le plus, qui est plus couramment connue, c'est les jardins suspendus de Babylone, la pyramide de Khéops, peut-être le phare d'Alexandrie aussi, et le colosse de Rhodes. Donc ça fait un petit peu le tour de la Mésopotamie. Comme je vous disais, vraiment, on fait des survols de l'architecture. Donc en Mésopotamie, il y a la découverte le début de l'écriture, il y a les surplus agricoles, donc des surplus économiques pour faire des échanges. Il y a aussi les fameuses ziggourats qui sont un peu l'ancêtre des pyramides. Et on commence à voir la naissance de certaines villes le long de cours d'eau. Ensuite, on passe à l'Égypte. Donc, l'Égypte, c'est un empire qui est sur la Méditerranée. On a la basse Égypte qui est vraiment sur le bord de la mer. On a la haute Égypte qui est plus dans les terres. C'est vraiment le premier des grands empires qui est né sur les rives de la Méditerranée. C'est aussi celui qui va durer le plus longtemps. On parle de 3 millénaires, c'est 3000 ans d'empire. Les Mésopotamiens aussi étaient quand même sur une longue période, mais c'est pas tout à fait un empire à ce point continu. Il y a, bon, malgré tout, chez les Égyptiens, il y a différentes étapes. On va les séparer. Il y a l'Ancien Empire, vous allez voir l'Ancien. Après ça, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, la basse époque. Donc, on a toutes ces différentes périodes. L'Ancien Empire, c'est à peu près, encore une fois, ça commence à peu près en même temps que la Mésopotamie, 3200 avant Jésus-Christ. C'est la dynastie, c'est la 4e dynastie. Euh, c'est là qu'on va construire les pyramides de Khéops, Képhren, Mykérinos. En fait, c'est des pharaons. Donc, les noms des pyramides font référence au nom des pharaons qui les ont construites. On a comme religion le dieu soleil Ré. Et on va voir l'apparition des hiéroglyphes, on va voir l'apparition du calendrier. Donc ça, c'est notre ancien empire. Après ça, il y a le moyen empire. Puis quand on arrive au nouvel empire, à peu près 1500, moins 1500 à moins 1000, là, c'est la dynastie des Ramsès. Vous avez peut-être entendu Ramsès II, entre autres, il y a eu des expositions par le passé assez importantes sur ce pharaon. Donc ça, c'est la période des Ramsès avec le Nouvel Empire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'Égypte? On a entre autres la mise en œuvre d'un système d'écriture quand même assez bien perfectionné, plus que chez les Mésopotamiens. On a la constitution de réserves de nourriture et de réserves de matériaux. Et là, on se retrouve avec une super structure administrative, militaire, sacerdotale, donc religieux, artisanale. Il y a l'essor de l'astronomie, il y a l'essor des mathématiques. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver avec les Égyptiens. Et grâce au surplus, comme je vous disais, là, je me répète, mais il commence à avoir, ben pas il commence, il va y avoir beaucoup d'échanges commerciaux entre les Égyptiens et les Mésopotamiens. Donc avant d'arriver à proprement parler aux pyramides, on a une espèce d'entre-deux qui ressemble beaucoup, qui ressemble un peu à nos ziggourats mésopotamiens, ce qu'on appelle les mastabas, qui sont aussi, bon, aussi un peu à l'origine ou un peu la base des pyramides. Donc, les mastabas, c'est des tombeaux souterrains. Donc, clairement, il y a une construction hors sol qui est un peu le symbole pour représenter un tombeau qui a été creusé à même la terre, à même le sol.
Ce qui est intéressant aussi avec l'architecture, ben, pas juste avec l'architecture, mais avec le peuple égyptien et puis son architecture, c'est que ça se développe sur une longue période assez tranquille, 3000 ans à l'abri des envahisseurs. Il n'y a pas eu d'énormes guerres. Vraiment, les Égyptiens avaient les coups des franges pour gérer leur société, leur économie, leur architecture, leur religion. Après les mastabas, on arrive dans quelque chose qui nous rapproche un peu plus des pyramides. C'est une pyramide, mais c'est une pyramide à degrés. Elle est comme un peu en escalier, celle-ci. Donc, elle est quand même assez vieille. Elle est sous l'Ancien Empire, donc vraiment la première période des Égyptiens. Essentiellement, la tombe d'un roi, parfois la tombe d'une reine. C'est Imhotep qui a créé un immense complexe funéraire en pierre euh, pour avoir cette pyramide à degrés du roi Djoser. Quoi d'autre? Bon, l'idée de la pyramide, c'est pas nouveau. Hein, on l'a vu avec les ziggourats de la Mésopotamie. Mais en Mésopotamie, ce n'était pas des tombeaux. C'était vraiment des constructions pour que le peuple puisse s'élever et se rapprocher de leur Dieu. Là, ici, avec les Égyptiens, on modifie un peu la manière dont on va utiliser ces grandes constructions. Donc là, ça devient réellement des tombeaux. Et donc, la pyramide en elle-même, c'est un tumulus, donc c'est l'endroit où on va avoir euh, le sarcophage de la personne qui est enterrée. Mais ce n'est pas... Ne vous imaginez pas que la pyramide est une fin en soi. Elle fait partie d'un complexe funéraire qui est beaucoup plus vaste. Vous voyez justement à droite de la diapo, bien, la pyramide est au centre de tout un autre système entouré de murets où on a des différents temples, différentes portes d'entrée, des endroits pour prier. Donc, c'est plus vaste. Donc, à côté de la pyramide, en général, à l'est, il y a habituellement un temple mortuaire. Okay, ça, c'est là que la dépouille momifiée recevait les derniers sacrements. Euh, Ensuite de ça, ben, un peu comme les Mésopotamiens, on utilise de la brique d'argile crue au tout début. Après ça, on va les cuire. Mais après ça, on va rapidement passer à de la pierre. Okay. La brique d'argile, ça venait du Nil. Okay, c'est le matériau de base qui est fourni par les crues du Nil. Mais, comme je vous dis, rapidement, on va passer à un autre type de matériau plus durable qui est la pierre. On va avoir du calcaire, du grès, du granit. Et que on va développer, les Égyptiens vont développer un paquet d'outils pour pouvoir tailler, ajuster les morceaux de pierre. On a environ 80 pyramides de l'Égypte antique qui ont survécu jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de tergiversations à savoir comment les fameuses pyramides ont été construites. Est-ce que les Égyptiens ont utilisé des esclaves pour construire leurs pyramides? Ça a été une théorie, c'est de moins en moins accepté comme théorie. En fait, la pyramide de Gizeh, qui est la plus grande pyramide connue actuellement, a nécessité le travail de 20 000 hommes pendant 20 ans, à peu près. Puis c'est assez peu probable que les Égyptiens aient réussi en fait à assembler autant d'esclaves pour construire juste cette pyramide-là. Donc l'hypothèse qu'on se dit, ben, c'est peut-être la participation obligatoire de prisonniers de guerre quand il y avait des guerres, des soldats de l'armée qui étaient obligés d'aller travailler, mais surtout des paysans. Donc il y avait comme une espèce de système où pendant certaines périodes de l'année, on pouvait faire de l'agriculture en Égypte, puis pendant d'autres périodes, les périodes les moins propices à l'agriculture, mais là on construisait pyramides, temples et autres monuments. Les grandes pyramides sont habituellement bâties sur un plateau très proche du Nil, très proche du fleuve principal de l'Égypte. Puis c'est une idée, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, quand on avait des crues et que le Nil sortait de son lit, ben, c'était plus facile pour les bateaux d'approcher les pierres, donc on allait livrer les pierres pour pouvoir construire les pyramides.
On n'a pas vu de colonne en tant que telle travaillée ou ornementée chez les Mésopotamiens, donc ça commence avec les Égyptiens. Donc les Égyptiens vont utiliser des colonnes, donc comme je vous disais, tous les peuples ont utilisé un système de colonnes et de poutres pour construire. Donc les Égyptiens, c'est entre autres pour leur temple, mais ils vont se mettre à travailler leurs colonnes. Parfois, elles sont très simples, comme les deux dernières que vous voyez en numéro 4, numéro 5, donc à droite dans les schémas. Mais à gauche, on a des exemples de colonnes en forme de palmier, palmiforme, en forme de papyrus ou en forme de lotus. Puis ici, vous voyez un peu les, l'évolution pardon, des pyramides. Donc on commence avec les mastabas chez euh, euh, chez les Égyptiens, mais bon, de la première période. Après ça, on a la pyramide à degrés qui est un peu en escalier. Et on arrive à des pyramides lisses comme la pyramide de Gizeh, qui est beaucoup plus importante aussi, beaucoup plus haute. Fait que les grandes pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos. Donc, dans le fond, Khéops, qui est le fils, l'héritier de Snéfrou, qui avait construit une pyramide à degrés. Donc, lui, il est responsable de commencer l'immense nécropole de Gizeh. Encore la pyramide là, entre autres à Gizeh. Ça devient vraiment une cité des morts, c'est un complexe mortuaire. Il va y avoir plein de choses, il va y avoir des pyramides, il va y avoir des tombes mastaba pour certains de ses enfants. C'est vraiment, la pyramide de Khéops, c'est vraiment la plus grande pyramide véritable qu'on a, qui fait partie, comme je vous disais aussi, une des 7 merveilles du monde antique. Après ça, il y a la pyramide de Képhren, qui est le fils de Khéops. Elle est un peu plus modeste, mais est quand même assez impressionnante parce qu'elle est recouverte de calcaire. Puis on en voit encore un peu à son sommet. Et après ça, on a la pyramide de Mykérinos, qui est au sud de celle de Képhren, beaucoup plus petite. Sa base est à peu près le quart de la pyramide de Khéops. Et malgré tout, la pyramide de Mykérinos est quand même plus grande que toutes les pyramides qui ont été construites par la suite. Les pyramides, c'est vraiment un endroit, donc bon, c'est un endroit religieux, c'est une tombe, mais c'est aussi une façon pour le peuple égyptien de, de transmettre ses connaissances scientifiques. Les pyramides sont toutes orientées de la même façon. Donc, précisément, selon les quatre faces sont selon les 4 points cardinaux. Je reviens ici, bon, c'est un autre exemple, mais en 3D, de l'évolution des pyramides et de la position des chambres funéraires. Donc, au début, les chambres funéraires étaient vraiment enfouies dans le sol. Plus tard, dans les pyramides, les chambres funéraires, certaines se sont trouvées même à l'intérieur de la pyramide, plus au centre de la pyramide. On a ici la pyramide du roi Snéfrou, qui est une pyramide rhomboïdale, donc qui est un peu arrondie, qui est faite, si vous regardez un peu l'image en bas à gauche, c'est comme deux plans orientés. C'est pas juste une seule diagonale, c'est comme deux espèces de diagonales. Donc un peu plus arrondi, celle-là. Fait que c'est une tentative avortée de pyramide à face lisse. Donc c'est vraiment l'avant-dernier stade avant qu'on se retrouve avec nos belles grandes pyramides comme on voit ici. Donc ça, c'est les grandes pyramides sur le plateau de Gizeh, pyramide de Khéops, Képhren, Mykérinos. Et comme je vous disais, comment les Égyptiens réussissaient à s'organiser. Mais ils ont trouvé une façon assez ingénieuse. Ils se construisaient une espèce de muret à une certaine hauteur, parfaitement horizontal, une espèce de cercle. Et avec ce muret, il marquait l'endroit où le soleil se levait, l'endroit où le soleil se couchait. Ça leur permettait de trouver l'intersection entre les 2 points, qui était le nord véritable, parce que le soleil se lève à l'est, va se coucher à l'ouest. Donc, si on prend vraiment le milieu de ces 2 points-là, excusez, bien, on se retrouve à avoir le nord. À partir de là, on peut commencer à orienter nos constructions. Et là, vous avez un exemple ici du grand complexe funéraire
du plateau de Gizeh. Donc, vous voyez la pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren, la plus petite pyramide de Mykérinos qui est en bas à gauche. Il y a encore d'autres petites pyramides, la pyramide des reines, il y a différentes tombes, il y a des mastabas, il y a un cimetière à l'est, il y a des cimetières à l'ouest, il y a un temple funéraire. Bref, il y a énormément de choses autour des pyramides. Il y a également le Sphinx dans dans ce fameux complexe. Et là, ici, vous avez une vue Google, en fait, pour vous donner une idée de ce que ça a l'air maintenant de nos jours. Je ne vous donne pas l'autre vue, mais l'autre vue derrière, là, je pense que c'est tous les kiosques et les commerces pour vous vendre des beaux petits souvenirs si vous allez un jour en Égypte pour voir les pyramides. Le Sphinx, avant de passer à comment est-ce qu'on pense que les pyramides ont été construites. Donc, le Sphinx, c'est taillé dans un morceau de roc. Donc, ça n'a pas été 100% construit. Il y a des portions qui ont été rajoutées, mais ça a été à la base taillé dans le roc. Donc, ça se trouve au milieu d'une grande carrière, puis cette carrière-là fournissait une partie des blocs pour faire les pyramides. On pense que le Sphinx avait une espèce de fonction de grand gardien du complexe funéraire en tant que tel. On situe la date de construction du Sphinx autour de moins 2500, ce qui correspond au règne du pharaon Képhren, dont supposément le Sphinx serait le portrait. Il a été gravement abîmé comme monument par la suite, entre autres l'érosion. Toutes les espèces de lignes que vous voyez dans le bas sur le corps du Sphinx, ben, c'est de l'érosion de sable. Tempête de sable, ça monte, ça descend, ça finit par gruger la pierre. Maintenant, comme je vous disais, comment est-ce qu'on pense que les pyramides ont été construites? On reste encore une fois avec des hypothèses. Hein. On n'a pas de documents qui sont parvenus jusqu'à notre époque pour qu'on sache exactement comment ça s'est fait. Mettons les deux plus grandes hypothèses. Celle en haut à gauche, c'est l'idée d'avoir fait une longue rampe, une rampe qui fait le tour de la pyramide, en spirale. Ensuite, l'autre hypothèse que vous voyez, l'hypothèse principale que vous voyez sur la diapositive, c'est d'avoir là aussi une rampe, mais sur un seul plan. Donc, une immense rampe qui va être longue, de plusieurs centaines de mètres. Que ce soit une ou l'autre des hypothèses, on pense aussi que les pyramides ont été faites sur des éperons rocheux. Donc, les Égyptiens choisissaient des endroits où il y avait déjà une genre de petite montagne pour se faciliter la tâche. Ça faisait un peu moins de matériaux pour la construction. Okay? Donc, on considère que dans la pyramide de Khéops, on a peut-être économisé 23% de matériaux, dans celle de Képhren, peut-être 17%, parce que ça a été construit sur des monticules rocheux. Donc, je vous disais que quand il y a des pyramides, elles ne sont pas toutes seules. Elles sont habituellement entourées de tombeaux, entourées de temples, entourées de mastabas. Et donc, voici un exemple de temple égyptien. Vous avez à gauche le temple de Luxor et à droite le temple de Ramsès II. Donc, le temple de Luxor, ça a été construit par deux rois, Amenhotep et Ramsès II aussi, de la 19e dynastie, donc 18e, 19e dynastie. Bon, les rois, les pharaons se succédaient en Égypte. Les plans sont assez homogènes, assez similaires également, à cause de la succession là, des pharaons. On a, entre autres, plus près de nous autres, au 19e siècle, il y a un vice-roi d'Égypte qui a offert un des obélisques au roi de France. Donc, l'obélisque que vous voyez à la place de la Concorde, si vous allez à Paris, mais il vient du temple de Luxor. Le temple de Luxor, c'était avec une cour à ciel ouvert pour le culte du dieu soleil. Et
chez les Égyptiens, les temples, ben, il y a un paquet d'étapes. Puis c'est pas tout le monde qui peut accéder aux différentes parties du temple. Ok? Donc il y a des étapes qui sont, oui, des étapes, il y a des chambres, il y a des endroits qui sont uniquement pour les religieux, et il y en a d'autres qui sont pour tout le peuple. Ok? Donc les premières rangées de colonnes, les premières étapes sont pour tout le monde, puis plus on va loin, donc dans la salle de couronnement ou dans les chapelles, plus au fond, mais là c'est juste pour le pharaon puis certains des grands prêtres égyptiens. Un autre image ici du temple de Luxor, avec les pylônes, et vous voyez que finalement, il est des deux obélisques, il en reste un, l'autre est à Paris. Encore une fois, ici, des colonnades, la cour du temple à ciel ouvert, et une des salles, la salle hypostyle, donc une des différentes salles du temple. OK. Donc, ce qu'on retient des Égyptiens, c'est qu'ils ont perfectionné l'écriture, qu'ils ont euh, fait beaucoup d'échanges commerciaux. Donc, ils ont vraiment créé une structure de société assez développée, développé l'astronomie aussi, développé les sciences. On fait énormément de construction, donc ils ont un peu perfectionné le principe du ziggurat mésopotamien, sauf qu'au lieu d'être un endroit dédié uniquement aux dieux, c'était vraiment c'est devenu des tombeaux chez les Égyptiens. Ils ont développé également des colonnes. On avait des colonnes aussi chez les Mésopotamiens, mais chez les Égyptiens, elles commencent à être ornementées, elles commencent à être plus travaillées, parfois en forme de papyrus, de lotus ou de palmier. Et quand on a une pyramide, ben une pyramide n'est pas toute seule isolée dans le vide. Elle fait partie d'un complexe plus large, un complexe funéraire qui va comprendre habituellement un ou des temples, va comprendre d'autres tombeaux, d'autres petites pyramides, donc un paquet d'autres structures pour faire le complexe funéraire. Donc voici, c'est ce qui conclut la première partie de l'Antiquité qui portait sur la Mésopotamie et l'Égypte antique. La prochaine va être sur la Grèce et ensuite sur la Rome antique.